largement écologiste, c'était de se dire que la solution technique et la solution technologique ne suffiraient pas. Et que pour ce changement de paradigme, il fallait mettre les citoyens au cœur de la démarche, puisque finalement, on allait demander à chacun d'avoir des nouveaux modes de vie et d'avoir des nouvelles habitudes. Donc, on a réuni les citoyens et à eux de fixer les limites et de savoir jusqu'où est-ce qu'ils étaient prêts à changer leur manière de vivre et leur quotidien. Et c'est à eux de définir également le chemin pour que dès 2030, on atteigne cette neutralité. Donc, on a été voir ce qui se passait ailleurs et on s'est dit, à Louvain, il y a des choses inspirantes. À la Convention citoyenne pour le climat, il y a des choses qui sont intéressantes. Chiche, on y va, on va créer nous aussi notre agora et on va aller réunir ceux qui font déjà la transition, ceux qui sont déjà sous notre nez et en fait ceux qui vont réussir à embarquer la ville avec eux pour aller chercher tout ce qui existe déjà dans la vitalité des associations, des conseils de quartier, des entreprises. Et donc, sur le modèle de la Convention citoyenne du climat, on a suivi les 3 étapes un peu classiques de dire pourquoi on vient, comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître, comment est-ce qu'on peut faire un brise-glace qui fasse corps et qui fasse que cette agora, elle se sente légitime. Après, on a enseigné et on a mis à niveau tout le monde pour qu'il y ait un socle commun de connaissances. Et puis derrière, le chemin, il s'est prolongé naturellement vers un pacte qui derrière a été signé par les 63 signataires autour d'actions qui étaient soit déjà engagées, soit de synergies nouvelles qui émergeaient, soit d'engagement des acteurs qui, au regard de ce que faisaient les autres, se sont sentis légitimes à y aller. Un point assez fondamental, c'est sûrement le point de l'humain, de se dire qu'on a assumé le fait que, sur le modèle de la Convention des entreprises pour le climat, il y avait vraiment cet enjeu de se dire que, certes, on vient représenter son association, on vient représenter sa structure, mais on arrive en tant que personne et il faut se connaître en tant que personne. Et donc par rapport à ça, cette capacité à se dire accueillons-nous et reconnaissons-nous comme humains et avec nos pulsions, avec nos peurs, avec nos craintes, arrivons à mieux faire corps de manière à savoir dépasser un moment ce qui pourrait nous arriver sur nos freins ou les choses sur nos blocages. Et donc par rapport à ça, vraiment cette connaissance des personnes a permis derrière aux structures entre elles de mieux se connaître et d'avoir des dialogues beaucoup plus fluides. Donc on se retrouve avec des synergies assez inédites où les centrales solaires de Coop à Watt viennent tout d'un coup démarcher les propriétaires immobiliers comme l'hôpital en disant « Ah ça tombe bien, on cherche des lieux, nous ça tombe bien, on cherche des porteurs de projets » et hop, on s'embarque comme ça sur une action très concrète. On a des entrepôts logistiques que la Poste met à disposition et qui vont permettre d'éviter de jeter les décors de l'Opéra de Lyon et qui vont resservir pour d'autres compagnies à réutiliser les décors. Enfin, on a des choses assez incroyables qui émergent. Et puis, au-delà donc, de cette agora, au-delà de tout ce travail engagé au titre des 100 villes climatiquement neutres, on essaye d'avoir en accompagnement également d'autres éléments qui sont évidemment les marchés publics, à travers un schéma des achats responsables qui nous permet de favoriser les entreprises qui ont des impacts carbone ou des démarches vertueuses qui sont explicites. On essaye aussi, via la mise en vente de foncier, d'avoir des démarches sur des appels à manifestation d'intérêt. Et notamment, on avait pu travailler avec le C40 sur une démarche qui s'appelle Reinventing Cities, qui nous a permis de commercialiser une tour des années 70, qui était la tour du Centre international de recherche contre le cancer, et qui a été l'occasion d'avoir une bataille avec des équipes internationales assez brillantes, enfin bataille dans le bon sens du terme, avec une saine émulation, et derrière, une équipe lauréate qui va nous rendre concret cette volonté de la ville de Lyon d'être une ville phare. On va avoir un phare de la transition, un phare de la ville post-carbone qui va exister à travers cet immeuble de 70 mètres de haut, qui va retrouver une seconde vie à travers une rénovation et une nouvelle programmation. Pour conclure, on a évidemment cette vigilance sur les projets d'aménagement et sur les cessions de l'eau telles qu'on peut les avoir dans les projets d'aménagement, avec cette volonté de privilégier les promoteurs qui proposent des solutions en BTP, bois, terre, paille, cette volonté de se dire qu'on peut aussi avoir plein d'exonérations et de dérogations au titre du code de la construction, au titre du code de l'urbanisme, de pouvoir aller solliciter des solutions innovantes. Et on a un travail en dernier lieu avec les pompiers pour nous garantir que quand on construit un immeuble de 50 mètres de haut, on a toujours le droit de le faire en bois et on livre le premier à la fin de l'année. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'en fasse pas d'autres. Parce qu'à Lyon, il y a une culture de l'écoute des pompiers, une culture du fonctionnement par projet qui fait qu'on arrive à faire des choses qui, pour l'instant, visiblement, se font moins facilement ailleurs. Donc voilà, on compte sur l'Europe pour arriver à rendre concret ce projet-là, à avoir ces échéances qui sont suffisamment proches et ce réseau de villes qui nous permet d'aller régulièrement piocher en disant
À Bruxelles, on fonctionne sur un oreiller égale une place de vélo et non pas un oreiller égale une place de bagnole. Et ben, ça permet de dire, on n'est pas les seuls. À Lyon, on le fait aussi, puisque à Bruxelles, ça se fait déjà depuis des années. Cette approche-là, pour le coup, on y croit. Et c'est cette saine émulation public-privé, on la vit au quotidien et c'est galvanisant. Merci beaucoup, Raphaël. C'est vraiment très intéressant, toutes ces modalités différentes de partenariat public-privé commun que vous avez mis en place et que vous allez faire perdurer et que vous allez accélérer avec la mission Ville dans l'Agora 2030. Merci. Et donc, on a parlé de partenariat avec le privé. Il se trouve que la Convention des entreprises pour le climat travaille avec des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, sur ces partenariats pour avoir des business models dans la limite des planètes, dans la limite de la planète. Voilà. Donc, je vais laisser Alexandre Chrétien nous expliquer et aussi faire le lien à la fin sur le lien avec les exemples concrets qu'il y a déjà dans des missions villes, comme Nantes Métropole ou Angers-Loire Métropole dans le Grand Ouest. Bonjour à tous. Donc oui, je suis l'un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat, dont Raphaël a parlé juste avant. C'est une association d'intérêt général qu'on a montée dans la suite de la Convention citoyenne pour le climat, mais nous, on venait du monde de l'entreprise, on s'est dit, tiens, il y a une place qui manque et il faut mobiliser les acteurs économiques sur ces sujets-là, qui fassent leur part, faire leur part donc en repensant leur stratégie et leur business model par rapport aux limites planétaires, donc pas seulement les sujets de carbone, mais aussi les sujets de biodiversité, les sujets de pollution, de déplétion des ressources, de les faire travailler ensemble sur un parcours apprenant-agissant, tête, cœur, corps, en créant un climat qui soit propice, donc en leur faisant suivre 6 sessions de 2 jours en présentiel et en jouant sur l'intelligence collective pour les faire avancer sur leur feuille de route, c'est-à-dire repenser leur plan d'action pour accélérer leur transition, donc vraiment se renouveler complètement, et en même temps apprendre à coopérer entre elles, à nouer des partenariats. Donc parmi les participants de la CEC, on aime bien mêler à la fois des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille, qu'elles soient publiques ou privées. Donc parmi les acteurs publics, on pouvait trouver dans le premier parcours Pôle emploi. Dans les CEC régionales, on a des entités de la SNCF, il y avait le Palais de Tokyo, bref, il y a différents acteurs publics qui assistent aux sessions et qui travaillent en intelligence collective avec donc entreprises et associations. Mais on leur demande plus que ça, en fait, dans les sessions, on leur demande aussi de travailler sur des projets coopératifs. L'idée, c'est de se dire que, puisque c'est un parcours pour des dirigeants d'entreprise, chaque entreprise dans un parcours CEC est représentée par un binôme de dirigeants, l'idée, c'est vraiment de les réunir, de les faire phosphorer ensemble sur des besoins essentiels, des biens communs. Et on les a fait choisir ces projets coopératifs qui étaient autour de thématiques comme l'emploi, la biodiversité, la transition énergétique. Et de ces projets-là, de ces ateliers-là, sont sortis des projets concrets et les entreprises ont décidé de coopérer entre elles sur ces projets. Donc, pour illustrer ça, vous avez aussi bien des zones d'activité régénérative que du crowdfunding, c'est-à-dire des fonds de dotation qui servent à acheter des terrains pour ensuite les renaturer, ou un des participants qui propose sur l'un de ces sites de créer des îlots forestiers en coopération avec d'autres entreprises participantes, mais aussi en impliquant des réseaux associatifs, parce que ce qu'on veut, c'est réconcilier l'écologie avec l'environnement, l'écologie avec l'économie, mais aussi avec les enjeux sociétaux. Donc de convier ces associations à participer à la création de ces îlots forestiers. Et évidemment, Métropole, donc en l'occurrence c'est sur Rennes que ça se passe, mais c'est un exemple encore une fois parmi d'autres, suit ça de très près parce que non seulement l'idée est de faire un pilote de ce site, de ce déploiement qui peut se faire sur des sites industriels de toute taille. C'est du centre-ville, donc ça a à la fois un impact pour faire des puits de carbone ou pour mieux optimiser la gestion de l'eau, mais c'est aussi
encore une fois, la possibilité de débitumer, de désartificialiser des sols pour créer ces îlots. Et donc la collectivité, évidemment, est extrêmement intéressée pour pouvoir étudier les impacts de ce pilote-là, les impacts y compris scientifiques, parce que c'est très important pour nous de s'assurer de la véracité des impacts pour éviter les fausses bonnes idées, pour pouvoir ensuite le modéliser et le déployer sur d'autres territoires, sur d'autres zones de la ville, par exemple. Et quand on en avait discuté, vous aviez parlé aussi de toute l'expérimentation que vous faisiez aussi avec des zones d'activité régénérative, oui. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous allez justement développer ce type de choses? Vous disiez que vous alliez aller au-delà des territoires de Rennes. Par exemple, à Nantes Métropole, j'ai cru comprendre que vous étiez en train de regarder ce qui pouvait se faire là-bas. Et est-ce que vous voyez la mission ville, du coup, qui met au cœur de la démarche, ces partenariats publics-privés, comme une porte d'entrée, un moyen d'aller encore plus vite dans ces pilotes, quelque part, de la neutralité carbone? Souvent, quand je me présente en tant que cofondateur de la CEC, je me présente plutôt comme un connecteur, parce que c'est vrai que réussir la transition en tant que dirigeant d'entreprise, c'est s'attaquer à une montagne. Et donc, s'attaquer à une montagne seule, c'est pas possible. Donc on a besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Les autres activités régénératives, ça vise à ça. Ça vise à regrouper des entreprises qui sont pas forcément d'un même secteur d'activité, mais qui auront pour objectif de régénérer du vivant, de se reconnecter au vivant, donc de repenser leur modèle d'affaires pour être plus respectueux on va dire de la planète, pour faire court. Et dans ces zones d'activité, de créer par exemple, une maison du bien commun. Il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être éligibles à une zone d'activité régénérative. Ça peut être une ferme, ça peut être de l'agroforesterie installée sur place, une école. Et encore une fois, des entreprises, parce qu'il faut qu'il y ait une activité économique, et donc du coup, les collectivités et acteurs aussi des régions, ou nos partenaires institutionnels, parce que c'est vrai que dans les partenaires institutionnels de la CEC, on trouve des gens comme l'ADEME ou la BPI ou l'OFB, enfin l'Office français de la biodiversité, qui appuient ces projets, qui favorisent leur émergence, mettre des outils aussi en place ou des experts, et puis nous aident en tout cas à essaimer lorsque ces pratiques sont vertueuses. Merci. Donc j'entends qu'il y a, quand on a discuté, il y a des business models qui changent dans des entreprises, mais il y a aussi de nouveaux business models innovants qui se développent au contact des entreprises avec les collectivités locales et avec les acteurs et parties prenantes de la collectivité. Oui, et quand on parle innovation, on pense souvent innovation technologique. Il faut vraiment voir tous les types d'innovation, qu'elles soient sociales. J'entendais juste avant l'intervenant parler de la gouvernance, de l'organisation des entreprises. Ça fait partie aussi des enjeux. Les coopérations entre acteurs privés et publics, il y a tout un tas de barrières à faire tomber, qu'il est urgent de faire tomber. On a constaté qu'il y a souvent des mondes qui ont du mal à communiquer entre eux, et surtout avec une autre perspective, celle de repenser les limites planétaires, de penser plus en termes de besoins fondamentaux qu'en termes d'envie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, en tout cas pour nous, les dirigeants d'entreprise. On est chargé de faire tourner nos entreprises, de les aider à se développer. On a été éduqués dans un modèle de croissance, et là, il faut apprendre à renoncer. Moi, ce que je dis toujours dans les étapes pour qu'un dirigeant fasse sa transition, ça passe d'abord par lui-même, par son écosystème qui doit faire bouger. Une fois qu'il a été sensibilisé, on se sent investi, et là, on fait vraiment bouger toutes ces parties prenantes. Ensuite, on apprend à coopérer, parce qu'encore une fois, la montagne à gravir, elle est énorme, donc on n'y arrive pas tout seul. Donc il faut créer des coopérations avec tous les acteurs, et l'ancrage territorial est un levier hyper important pour accélérer cette transition. Et une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on peut renoncer à certaines activités. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi, je viens du conseil en digital, donc que ce soit le métaverse, de l'IA, des choses comme ça, il y a plein de sujets sur lesquels les occasions d'avoir des impacts vraiment très négatifs pour notre planète se présentent chaque jour. Eh ben, il faut apprendre à y renoncer, à se dire il faut se concentrer sur d'autres activités. Donc ça passe par de la reconversion, ça passe par, encore une fois, des renoncements à certains projets. Et à l'inverse, de mobiliser toutes ces énergies sur des sujets qui, eux, vont être avec un impact positif. Merci. Question subsidiaire. Merci beaucoup. Question subsidiaire, une mission ville ou une ville qui veut avancer, veut travailler avec la Convention des entreprises de climat?
Alors, Contact pour Grand Ouest ou les autres ouais. Parce qu'il y a des conventions des entreprises pour le climat qui sont réparties sur tout le territoire français. Alors, c'est en train d'essaimer. Aujourd'hui, il y a 5 CEC régionales qui ont été lancées. Il y en a dans l'Ouest, il y en a une dans le Sud, ici, en bassin lyonnais, en Rhône-Alpes et puis en Bourgogne-Franche-Comté. Il va y en avoir d'autres dans les autres régions françaises. C'est vrai que les acteurs des collectivités ne font pas partie des sessions en elles-mêmes. On les convie plus pour leur partager les travaux au fur et à mesure des sessions, et puis, encore une fois, pour les informer sur les états d'avancement des projets, voir leurs expertises, se lancer sur de nouveaux parcours, et puis essaimer, enfin modéliser et essaimer, une fois qu'on a ces convictions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on veut vraiment renforcer ces coopérations publiques-privées, donc on est convaincu que c'est un levier important pour accélérer la transition aussi. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, je passe la parole tout de suite à Catherine Lafage, qui est chargée de mission transition écologique à Nantes Métropole, avec qui je travaille comme City Advisor et elle comme mon premier contact, quelque part dans notre métropole, pour développer cette approche vers la neutralité carbone à Nantes et ce fameux Climate City Contract, donc le contrat climatique. Donc voilà, donc Catherine, vous avez déjà mis en place à Nantes Métropole des partenariats publics-privés depuis quelques temps. Donc pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous avez déjà développé, ce que vous prévoyez de développer, et quels sont les bénéfices et les leçons que vous pouvez aussi nous partager, comme a fait pour la ville de Lyon avec notre audience. Il y a plusieurs exemples. On a monté plusieurs partenariats publics-privés et aujourd'hui, on voulait vous en partager 2, un petit peu plus en détail. Donc, le premier, c'est en lien avec Pilot Cities. Donc, en fait, peut-être redonner quelques éléments de contexte pour ceux qui connaissent pas ou qui découvrent aujourd'hui la mission Ville. Donc les 9 villes lauréates françaises de la mission 100 villes climatiquement neutres et intelligentes donc ne reçoivent pas de fonds européens directement du fait d'être sélectionnées dans la mission. Par contre, il y a une enveloppe financière qui est dédiée mais qui est distribuée via des appels à projets. Et le fait d'être lauréat de la mission doit nous aider à accéder un petit peu à ces appels à projets. Donc nous, on a répondu au premier appel à projet qui est sorti l'année dernière en septembre, donc qui s'appelle Pilot Cities, et qui avait pour but de sélectionner 30 villes pilotes en Europe sur des démarches de neutralité carbone et de projets un peu innovants et qui puissent être répliqués dans d'autres villes européennes. Sachant que là, en ce moment, se passe la 2e session de cet appel à projet pour une nouvelle sélection, une nouvelle vague de villes. Donc nous, on a eu la chance d'être sélectionnés, donc de faire partie des 2 villes françaises sélectionnées dans Pilot Cities. Et on a répondu sur un projet de transformation de nos défis citoyens classiques, comme on peut les mener dans nos villes, en un défi citoyen neutre en carbone, pour viser les fameux 2 tonnes d'émissions de CO2 par habitant et par an. Donc en fait, on avait des défis citoyens. On avait un défi énergie depuis 2011. Après, en 2015, on a eu un défi zéro déchet. Et puis un peu plus tard, un défi alimentation. Mais là, on avait l'idée de proposer un défi beaucoup plus global sur tous les domaines des modes de vie. Donc le logement, le numérique, les transports, l'alimentation, les déchets, et de proposer aussi des défis un peu plus souples. Donc si certains voulaient faire un défi sur plusieurs mois comme c'était habituellement, pourquoi pas. D'autres, s'ils veulent faire un défi beaucoup plus flash, ce sera possible aussi. Et donc on a consulté les partenaires avec lesquels on avait répondu à l'AMI, donc 100 villes climatiquement neutres. Et il s'est trouvé qu'il y avait 6 partenaires chez qui cette idée de défi faisait particulièrement écho. Et ça a été vraiment intéressant de monter un consortium avec eux et de répondre avec eux. Donc, dans ces partenaires, on a par exemple une association, un club de 100 entreprises, 150 entreprises, dirigeants responsables Nantes Atlantique, qui du coup proposait déjà des défis pour ses salariés, mais là qui a profité de cette occasion pour aller encore plus loin. Et du coup, grâce à eux, on va pouvoir donc toucher la cible des salariés. On a un partenariat aussi avec Nantes Université,
Donc il y a 43 000 étudiants à Nantes. Et ils ont un lab citoyen, donc en partenariat avec Nantes Métropole. Et ils étaient aussi tout à fait intéressés pour proposer des défis sur les modes de vie aux étudiants, notamment sur les sujets alimentation qui touchent pas mal les étudiants, également le transport. Donc, grâce à eux et via le lab, on va pouvoir aussi toucher une cible étudiante. On a un partenariat avec la Samoa, qui est un aménageur de l'île de Nantes, qui est un quartier de Nantes, qui, l'année dernière, a sorti un manifeste sur la neutralité carbone, et il y avait cette idée de défi. Donc, pareil, ils se sont raccrochés à nous et on va pouvoir aller encore plus loin que ce qu'ils avaient prévu initialement pour proposer des défis aux usagers de cette île. Et puis donc nous, Nantes Métropole, on va continuer et déployer nos défis sur le reste du territoire. Donc ça, c'est pour les 4 partenaires qui vont proposer les défis. Après, on a un autre partenariat avec Alizé, qui était notre association historique, qui s'occupait des défis énergie sur Nantes Métropole, et qui aussi administre pour Nantes Métropole la plateforme Déclic, qui est la plateforme que toutes les villes utilisent pour les défis énergie, pour rentrer les données, faire le suivi. Donc, avec cet appel à projet, on va moderniser cette plateforme et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus ergonomique, ludique, que le grand public puisse avoir accès à un grand nombre d'informations, puisse faire des petits défis en autonomie, puisse se raccrocher à des défis collectifs s'il le souhaite. Et le dernier partenaire, c'est l'université Gustave Eiffel, qui est spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques. Et on les a inclus dans le consortium, et ils ont été très intéressés parce qu'en fait, on souhaite évaluer en continu ces défis et surtout récolter la parole des participants, puisqu'on sait très bien qu'on ne met pas toute la responsabilité, l'idée, c'est pas de mettre toute la responsabilité du changement sur les citoyens et sur leur mode de vie. On sait que même avec la meilleure volonté qu'ils pourront avoir, ils vont rencontrer des obstacles, ils ne pourront pas atteindre leur objectif de 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. On en a parlé hier, la transformation des modes de vie, ça englobe aussi, ça dépend aussi de l'organisation de la société, de la fabrique de la ville. Il n'y a pas que les habitudes et les comportements. Donc l'université Gustave Eiffel va nous aider à capitaliser les retours que vont nous faire les participants, les freins qu'ils auront identifiés sur leur parcours de transition. Et pour ce qui est donc ces freins, quand ils seront de la compétence de la métropole, on essaiera d'influer nos politiques publiques en conséquence et d'y répondre. Si c'est de la compétence des entreprises, des acteurs du territoire, on verra travailler avec eux pour répondre aussi à ces points-là. Et puis, si c'est de la compétence de l'État, de l'Europe, de la législation, on verra aussi on veillera à faire remonter aussi nos retours terrain. Donc, on aura eu via ces défis. Donc là, c'était vraiment du gagnant-gagnant. On a tous intérêt et ça nous permet, avec ces partenariats, de toucher une typologie de public très diverse et de tester des moyens, des modes de communication, d'animation différents, puisqu'on ne parle pas de la même façon à des salariés qu'à des étudiants. Donc ça va être, je pense, très riche. Et le deuxième exemple que je voulais vous partager, c'est un petit peu plus ancien. En 2018, il y a une association de commerçants du centre-ville, une centaine de commerçants qui s'appelle Plein Centre, qui nous a interpellés à la métropole parce qu'ils souhaitaient travailler sur les enjeux environnementaux et faire évoluer leurs pratiques. Et du coup, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a cofinancé un poste de chargé de mission transition écologique. Donc, plutôt que de leur mettre à disposition une ressource humaine de la métropole, ce qui est, pour ceux qui travaillent dans les collectivités, ce qui peut être compliqué. Là, du coup, on a cofinancé un poste, donc à 90% financé par l'ADEME et Nantes Métropole, et à 10% par cette association.
Là, l'intérêt, pour eux comme pour nous, c'est que cette personne a été formée au sein de Nantes Métropole, donc aux politiques publiques de la métropole. Elle connaît les élus, elle connaît les directions, les interlocuteurs, elle connaît les dispositifs métropolitains. Et ensuite, elle est hébergée dans l'association de commerçants. Et donc, elle permet vraiment de faire un lien entre nos politiques, nos stratégies, et puis, encore une fois, le terrain. Elle nous a permis de faire remonter des problématiques que rencontraient les commerçants. Donc, on a travaillé avec eux sur les appuis vélos, sur la logistique urbaine, sur les déchets. Et eux, d'avoir cette ressource humaine, en fait, ça leur a permis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ils avaient la volonté, mais sans cette personne, ils ne seraient pas allés aussi loin. Donc, par exemple, ils ont mis quelques réalisations qu'ils ont mises en place. Donc, ils ont fait une charte des commerçants et des artisans éco-engagés. Ils ont fait des ateliers de sensibilisation, des after-work engagés. Ils ont fait des achats groupés d'énergie. Un mois du commerce responsable, un Green Friday. Alors les commerçants ont été invités à ne pas faire de promotion ce jour-là et à donner une partie de leur chiffre d'affaires du jour à une association et à accueillir une personne en réinsertion professionnelle ce jour-là. Ils ont lancé un marché de la seconde main. Ils ont mené une collecte mutualisée des PLV. Alors les PLV, c'est des supports de communication. De manière à ce que ces supports soient revalorisés. Des ramassages de déchets, ils font du lobbying et là ils ont un projet de plateforme d'échange de matières premières et d'outils à destination des professionnels. Donc là, le poste a été financé pour 3 ans, on est arrivé au bout de ces 3 ans, mais ça a été renouvelé. Et c'est quelque chose, finalement, c'est un modèle qui marche tellement bien qu'on va le répliquer dans les zones d'activité. Pour les clubs d'entreprise de la métropole qui le souhaitent, on va leur proposer un dispositif un petit peu similaire. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ces exemples, ces deux exemples de partenariat. Et aussi, on comprend ce que vous dites, c'est qu'il y a besoin d'avoir un collectif d'entreprises avec lequel travailler, en fait. Par exemple, vous aviez le collectif d'entreprises des commerces, maintenant des zones d'activité, pour pouvoir travailler avec ce privé. Et on a justement Jean-Baptiste Geisler, le collectif d'entreprises, ah oui, hein. Impressionnant. Mais des collectifs d'entreprises, les 20 entreprises qui ont le plus de chiffre d'affaires sur la métropole, Aix, Marseille, et qui ont un ancrage territorial, même si vous m'expliquez que cet ancrage territorial est grand pour la métropole, mais petit par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont au niveau mondial. Alors, c'est un lancement parfait pour expliquer ce qu'est le top 20, puisque top 20, ça ne correspond pas au nombre d'entreprises, mais en fait à l'ambition qui a mené à la création de ce club, qui était il y a 18 ans, en 2005, de placer Aix-Marseille dans le top 20 des métropoles les plus attractives au niveau européen, d'un classement qui n'existe plus, qui était fait par la Datar, qui n'existe plus non plus. Mais c'était bien une ambition de territoire qui a conduit à réunir ces entreprises. À ce titre-là, c'est un petit peu original pour un club d'entreprise qui ne soit pas fondé de manière en première intention sur une question de business ou de défense des intérêts des entreprises. Évidemment, c'est des points de vue de chefs d'entreprise. Et effectivement, c'est les chiffres d'affaires les plus importants du territoire, dans le sens où il faut faire un minimum de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour rentrer. Maintenant, on a une diversité d'entreprises qui est très importante, puisqu'elle va de CMA CGM, pour prendre les plus gros, et la tour au milieu de la ville, jusqu'à des grosses PME de logistique, en passant par des banques, en passant par Airbus Hélicoptère, en passant par la compagnie fruitière, en passant par Tenergy, qui est producteur un des plus gros producteurs d'énergie renouvelable indépendant. Donc une grande variété d'entreprises, avec effectivement un engagement commun pour le territoire, puisque c'est ça qui les a conduits à créer puis à rejoindre le top 20. On a 57 entreprises maintenant qui sont membres. Mais des enjeux territoriaux dans le fonctionnement de leur entreprise qui sont assez diversifiés, puisque bien sûr, quand on a la compagnie fruitière qui a 300 personnes ici et 24 000 ailleurs dans le monde, en particulier en Afrique, ces enjeux de décarbonation ne se situent pas premièrement sur la métropole Aix-Marseille. Donc en fait,
on essaye d'envisager ces questions-là de deux manières. Premièrement, ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, avec notamment la création d'un lab RSE, où on a en fait toutes les directions RSE des entreprises ont souligné l'importance d'avoir des échanges de bonnes pratiques, des endroits où les gens se voient, se connaissent. Donc toutes les directions RSE qui se rassemblent pour bosser, faire leur bilan carbone, évidemment travailler à la décarbonation, et aussi sur des projets de territoire. Par exemple, on a fait une réunion sur la contribution carbone ou la compensation carbone, je ne sais plus comment il faut l'appeler, avec toutes les limites que ça comporte, mais où on a fait intervenir le parc des Calanques, qui a des projets en restaurant la Posidonie, permettre d'avoir des puits de carbone qui soient une solution de contribution carbone. Donc ça fait un lien avec le territoire, évidemment. Et puis, bien sûr, de manière plus aboutie, la Convention des entreprises pour le climat, Sud, PACA Corse, je ne sais plus comment elle s'appelle, où on a une dizaine de membres qui participent à l'édition actuelle. Je suis convaincu et j'appelle de mes voeux qu'il y ait une édition, une deuxième promo locale au printemps prochain, et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup d'entreprises du top 20 qui y participeront. Donc, alors, on essaie de travailler au sein des entreprises, en tout cas de les inciter toutes à prendre la mesure de l'enjeu, agir. Évidemment, vu la taille des entreprises, il y en a aussi qui ont des contraintes réglementaires, et puis quasi toutes ont déjà une politique sur le sujet, mais on essaye d'amener tout le monde un peu plus loin. Et puis, donc sur la création du club, c'était vraiment l'attractivité du territoire. Et on a une conviction, en particulier Serge Magdelaine, le nouveau président du top 20, qui est de dire il n'y a pas d'attractivité sans durabilité. Donc, de fait, si on veut rester fidèle à ce qui a présidé à notre création il y a 18 ans, eh bien, on se doit d'œuvrer pour la durabilité du territoire. Donc, on travaille évidemment sur ce sujet, mais sur bien d'autres, avec les collectivités qui sont les principaux acteurs qui vont faire le territoire, qui vont le façonner. On travaille notamment avec la métropole qui a une initiative sur la mobilité. Alors il y en a plusieurs. Dans le cadre de Marseille en Grand, on est impliqué dans le GIP Mobilité qui va permettre de rénover. Bon, on voit les chantiers qui s'annoncent et qui commencent à arriver sur le tramway, sur le métro. Évidemment, ça ne va pas assez vite, mais quand on est Marseillais comme moi depuis la naissance, on voit quand même qu'il y a une transformation importante. On a aussi travaillé avec MobiPro, qui est un service qui a mis en place la métropole pour permettre aux entreprises de faire des diagnostics mobilité, de mettre en place des politiques volontaristes sur la mobilité douce, notamment en particulier le vélo. Et puis le vélo aussi, on a travaillé avec un média local qui s'appelle Gomet, j'imagine qu'ils ont participé, qu'ils étaient présents, qui fait beaucoup pour la promotion du vélo. Donc il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres, mais globalement on essaye d'y aller. Et puis, il y a toujours pour revenir sur la contribution carbone, une initiative intéressante de la métropole qui est en train de structurer une coopérative carbone. C'est sur un modèle qui est existant à La Rochelle pour faire émerger des projets locaux de compensation carbone. Parce qu'encore une fois, on essaye de faire émerger des projets sur le territoire. C'est vraiment ce qu'on essaie de s'engager à faire. Donc, on n'est pas forcément les partenaires les plus actifs pour décarboner la ville parce qu'on n'a pas dans nos membres, on en a quelques-uns, mais on n'a pas les principales sociétés de BTP, ceux avec qui on va travailler les aménagements. Mais en tout cas, comme on est des acteurs de la ville et que surtout on est engagé pour le territoire, on est tout à fait disponible et motivé pour travailler avec les collectivités là-dessus parce que évidemment tout le monde doit regarder dans le même sens, quoi. Merci beaucoup, et je pense que la ville de Marseille, qui est donc ville mission, est très intéressée par cette ouverture et que vous avez déjà commencé à travailler ensemble. Et j'entends que vous travaillez sur des chantiers très très importants de levier de neutralité carbone ou de compensation, donc la coopérative carbone, le travail avec le parc national des Calanques et tout le travail fondamental sur la mobilité. Merci, merci. On a encore un petit peu de temps pour les questions. Alors en effet, on a un peu de temps pour des questions de la salle, des questions du chat. Il y a des micros qui vont circuler. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Bon, en attendant, Raphaël, le BTP bois terre paille, on va le garder ça. Je pense qu'on va vous le piquer. Je ne connaissais pas encore. D'autres questions ? Je crois qu'on en a dans le chat, non ? Ah, très bien. Allez-y. Oui, bonjour, Maxime. On avait une question qu'on abordait avec Alexandre tout à l'heure sur le marché public,
qui est quand même un levier important de nos collectivités. Et finalement, on est parfois interrogé pour accompagner les collectivités sur l'écriture des marchés publics. Le problème, c'est qu'en accompagnant sur l'écriture, évidemment, on ne peut plus y répondre. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'était ce qu'on appelle la variante, c'est-à-dire comment est-ce que sur un marché public, l'innovation vient du fait de ne pas reproduire le marché qui était déjà là il y a 4 ans, puis le marché qui était déjà là aussi il y a 4 ans. Et finalement, certes, un peu plus de travail pour les équipes techniques de pouvoir étudier ces réponses à ces marchés, mais sans variante, pas d'innovation. Pas d'innovation, pas de changement. Qui veut répondre sur cette question de l'évolution des marchés publics? Allez-y. Sur la question de comment est-ce qu'on peut participer à la rédaction, ou en tout cas comment est-ce que les entreprises ou l'économie locale peut participer, il y a quand même une réponse qui s'appelle le sourçage. C'est quand même une pratique qui est reconnue par l'Union européenne. Le sourcing, c'est quelque chose que, en tout cas nous à Lyon, on pratique beaucoup pour savoir si on lance ce nouveau marché, cette offre de service qui n'existe pas, qui va bien pouvoir répondre et dans quelles conditions. Donc appeler plusieurs entreprises, poser les mêmes questions et en fonction de ça, que la collectivité et les agents rédigent un marché, c'est tout ce qu'il y a de plus légal et ça permet quand même d'avancer et d'être sûr qu'on n'est pas sur un marché infructueux. Donc ça fait quand même partie des choses qui sont assez appréciables. Après, sur la question des variantes, c'est beaucoup lié aussi derrière à la capacité de la collectivité à accepter la variante et à l'intégrer. Enfin, c'est souvent comment est-ce qu'on fait rentrer un rond dans un carré. C'est souvent plus compliqué. Là, ça dépend du degré de nécessité qu'on a et de la diversité des offres qu'on a. Donc c'est plus difficile de vous faire une réponse générique. On peut ajouter qu'il existe aussi les commissions de dialogue compétitif, ça dépend des projets, enfin, il y a quand même quelques leviers qui sont disponibles. Et puis on peut parler aussi des ateliers de France Ville Durable qui servent à ce sourcing, justement, où on met en contact des représentants de bureaux d'études, d'entreprises, de services de l'État, des experts avec les décideurs de la collectivité en amont de leur projet, justement dans cette idée de savoir aussi quelles sont les solutions aujourd'hui disponibles en ingénierie, en accompagnement, qui n'existaient pas forcément il y a 2 ans, au moment où a été rédigé le précédent marché. Une autre question? Remarque? Réaction? Et en ligne? On n'a pas de questions en ligne? Ah, c'est que vous avez été hyper clair. Hein. Je crois que... Bon, ben, je vous propose d'applaudir nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Pendant la transition, je veux vous informer, parce que c'est parfaitement le sujet qu'on était en train d'aborder au cours de ces 2 premières sessions, sur ces coopérations publiques-privées. Des membres de France Ville Durable, que sont Efficacity et le CEREMA, ont lancé hier un appel à manifestation d'intérêt qui va courir jusqu'au 26 février, qui est à destination des acteurs socio-économiques, c'est-à-dire aussi bien des entreprises que des collectivités ou le monde associatif, et qui vise à favoriser ces coopérations à l'échelle territoriale. Alors le CEREMA a développé une plateforme qui permet l'auto-évaluation, il y a des dispositifs de suivi, de mise en relation. Le CEREMA comme Efficacity sont présents aujourd'hui. Il y a des petits flyers qui sont disponibles avec un QR code qui vous emmène directement sur la plateforme du dispositif. N'hésitez pas à les voir, ils sont dehors, il y a des flyers et voilà, n'hésitez pas, je pense que c'est une belle opportunité justement, après tout ce qu'on vient de se dire sur cette nécessité de renforcer ces coopérations entre types d'acteurs.